Président. Honorable assistance, donc j'ai l'honneur de vous présenter cette présentation sur l'exposition aux polluants organiques persistants au Maroc. Mais avant d'entamer donc cet exposé, permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe organisatrice de ce symposium, en particulier Dr Robin et professeur Benihia de Soudan, donc de m'avoir donc invité à participer avec vos travaux de cette manifestation, et aussi un hommage, oui, il faut être silencieux un peu, et aussi un hommage donc pour cette manifestation, surtout qui a fait ce mariage entre la protection de la santé et la préservation de l'environnement. C'est très très intéressant et très important de nos jours. Alors je vais donc enchaîner par le plan de mon exposé, sera donc consacré, on va voir un tout petit peu un bref aperçu sur les risques pour la santé liés à un environnement pollué, et puis quelques définitions donc des POP, les polluants organiques persistants, des sources et leur effet sur la santé et incidences associées. Aussi nous allons voir les dispositions donc internationales et nationales vis-à-vis donc des émissions des POP, et aussi la réglementation marocaine. Et le cœur de cet exposé serait l'inventaire des POP donc au Maroc et les efforts déployés par le Royaume pour la gestion donc de ces polluants organiques persistants. Et je terminerai donc avec une conclusion et quelques recommandations. Alors, j'ai jugé intéressant de commencer donc mon exposé par une petite question: pourquoi gérer les produits chimiques? Nous savons tous donc que les substances chimiques sont utilisées aujourd'hui dans toutes les activités socio-économiques. Ils sont devenus bien sûr indispensables à notre mode de vie. On les trouve partout, sur les constitutions de nos habits, de nos plats et tout ça. Mais pourquoi vraiment les gérer? C'est parce que plusieurs d'entre eux, ils génèrent donc des effets nocifs, et très nocifs même, sur la santé de l'homme et sur l'environnement. Et ce sont les pays les moins développés qui ont subi donc beaucoup de causes donc sont les plus touchés par ces problèmes pour plusieurs raisons, notamment bien sûr la pauvreté, l'analphabétisme et les conditions de travail inappropriées. Bien sûr, la communauté internationale donc est consciente de la gravité de cette problématique et de ce problème, et elle a consacré dans pas mal de programmes, et surtout celui adopté donc à Rio en 1992. Il a donc adopté la gestion écologiquement rationnelle donc des substances chimiques toxiques. Voyons maintenant donc quelques facteurs de risque pour la santé humaine qui sont liés à l'environnement. Vous voyez en rouge parmi donc ces facteurs, c'est l'exposition aux produits chimiques et leur traumatisme. Mais on va donc faire un petit aperçu, parce que là, les produits chimiques, ils existent partout, dans les étendues d'eau insalubres. Ils sont aussi dans la pollution atmosphérique, ils sont aussi également dans l'assainissement inadéquat, et même dans les déchets, donc ils sont éliminés d'une façon donc mauvaise. J'ai pas de souris, donc je vais essayer de manipuler avec. Alors, dans les étendues donc insalubres, comme vous voyez, voilà, vous allez voir donc sur l'enchaînement quelques photos un peu choquants. Là, c'est une étendue d'eau donc insalubre et qui est utilisée donc par une population sur le lavage de lin. Mais bien évidemment, donc là également, c'est une autre étendue donc d'eau insalubre avec la pollution organique. Donc pour voir un peu l'insuffisance et donc de l'accès surtout difficile à une eau saine, le Maroc a encore des efforts à déployer dans ce sens. Là également, c'est un accès qui est très difficile, mais vous voyez également qu'il est inadapté donc pour avoir une eau saine. Là également avec trop de pollution, à côté donc d'une eau saine pour la consommation. Concernant donc la pollution atmosphérique, comme un certain nombre donc de facteurs de pollution donc liés à l'environnement,
Alors vous voyez là quelques images de la pollution de l'air. Ici, ce sont des images qui ont été prises donc, au niveau de notre ville, au niveau de la ville de Fès. Ce sont les fameux fours traditionnels pour la réalisation des céramiques. Voilà. Désolé, j'ai pas la souris, donc je n'ai des liens hypertextes. Là, c'est la pollution vraiment atmosphérique, donc avec une ampleur. Il y a également les aliments insalubres ou impropres à la consommation. On va voir donc également l'assainissement inadéquat. Là également le rejet donc, des eaux usées dans l'OED sans un traitement préalable. On va voir également la mauvaise élimination des déchets. Désolé. Hein. Alors là, c'est une décharge publique non contrôlée au sein donc de centres urbains, avec là également avec les utilisateurs de cette décharge. C'est une décharge publique non contrôlée. Là donc la pollution de toute nature. Et là, c'est une décharge donc, qui est à peu près à une vingtaine de kilomètres donc, de la ville de Fès. C'est une décharge contrôlée. Mais même s'il est contrôlé, vous voyez donc il y a la production de l'exivia. L'exivia donc qui est le jus donc des déchets. Et également le l'exivia il engendre pas mal donc de problèmes écologiques donc soit par infiltration donc vers la nappe phréatique ou bien par le dégagement donc de gaz. Bien sûr, il y a la lutte antivectorielle non structurée. On va voir par la suite comment il est donc programmé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le cœur donc de cet exposé, c'est l'exposition donc aux produits chimiques. Alors à travers donc ces photos-là, on trouve toujours qu'il y a des produits chimiques donc qui sont donc insérés au niveau donc des. Alors les causes les plus profondes donc, de cette situation, bien sûr, sont notamment l'inexistence et l'inefficacité des politiques, la faiblesse des capacités institutionnelles, la pénurie des ressources, et en particulier, ce qui est très important, c'est la méconnaissance générale, soit par les dirigeants, soit par les communautés, donc de la corrélation qui existe donc, entre la santé et l'environnement. On va passer donc à la définition des POP. Les POP, ce sont des composés ou bien des substances donc, chimiques persistantes et toxiques produites et déchargées donc, dans l'environnement. Bien sûr, ces substances ne sont pas créées intentionnellement, mais elles résultent et se forment par donc, inattention à la suite donc, d'activités humaines ou de processus naturels. Il y a les PCB, donc les polychlorobinphényles, qui ont été fabriqués par l'homme, mais dernièrement, ils ne le sont plus. Donc, suite donc, à la Convention de Stockholm. Alors, je vais donc traiter quelques sources donc, de ces POP, en particulier celles donc, de dioxines et de pesticides. Donc, les dioxines sont libérées dans l'air par des procédés combustibles comme l'incinération des déchets. Vous allez voir. Donc là, une photo, c'est très quotidien ce type donc, de manœuvre au niveau donc, de notre royaume. Et également la consommation des carburants et des activités donc, industrielles. Là également, ce sont des activités industrielles modernes. Voilà donc des activités industrielles traditionnelles. Ce sont des photos récentes. Hein. Là également, avec les fours traditionnels pour la production de céramique. Il y a également donc les incendies de forêt. C'est comme ça a été donc au nord du royaume dans ces derniers jours. Alors donc l'exposition aux dioxines provoque aussi des. Non, je pas ça. Voilà, donc les dioxines, soit qu'ils sont libérés dans l'air, donc ils voyagent pour de longues distances, soit ils sont rejetés dans l'eau et ils se disposent également sur les sédiments, ils peuvent être donc par la suite transportés et ingérés par les poissons. Les dioxines se dégradent très lentement et peuvent être absorbés par les plantes et être ingérés même par les animaux et les organismes aquatiques. En particulier chez les animaux, donc les dioxines s'accumulent dans la graisse et les tissus adipeux.
Alors, les inventaires sur le plan international de dioxine ont montré que la plupart des émissions de dioxine donc, proviennent des activités agricoles, soit par brûlage des déchets ou bien par les feux de brousse. Il y a également, comme élément, j'ai dit tout à l'heure, les dioxines et les pesticides, la lutte contre les vecteurs de maladies par donc les pesticides, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc, c'est la lutte chimique, l'utilisation, là, c'est une photo avec un technicien d'hygiène qui traite un gîte donc, qui était donc positif en vecteur donc, Anopheles labranchi, vecteur donc, de paludisme. On va revenir tout à l'heure à ce sujet-là. Alors les effets sur la santé donc, et l'exposition humaine donc, au POP. Alors, il est connu que 3 maladies sont les plus courantes donc, en ce qui concerne donc, les effets sur la santé. Il y a les maladies cutanées, il y a les maladies respiratoires et les maladies gastro-intestinales. L'exposition aux dioxines provoque aussi des éruptions cutanées, donc des dommages de foie et un changement de coloration de la peau. Bien sûr, il y en a donc une petite faible exposition au dioxine en absorbant donc ces composés soit par la peau en contact avec de l'air ou du sol ou de l'eau, et bien sûr à la suite de contamination des aliments et poissons. Là, c'est quelques exemples d'incidences associées donc à la pollution de l'environnement. Bien sûr, toujours l'effet des activités humaines donc inintentionnelles, les concentrations atmosphériques en gaz se sont fortement accrues, et cette situation donc peut provoquer soit la migration de certains vecteurs pathogènes, soit l'aggravation des effets de la malnutrition, c'est le sujet également de ce symposium, soit l'augmentation de la morbidité et de la mortalité, et tout cela engendre donc de lourdes conséquences et dépenses pour les services sanitaires. Alors le contexte international et national donc vis-à-vis des émissions de POP. Alors, comme vous savez, la Convention de Stockholm sur les POP, c'est un accord international en vertu duquel les nations donc, signataires de cette convention se sont engagées donc, pour mettre en œuvre les moyens pour protéger la santé humaine et l'environnement. À travers donc, la signature de cette convention par le Maroc en 2001 et sa ratification donc, en 2003, et s'est engagé donc, à élaborer et à exécuter un plan national donc, de mise en œuvre donc vis-à-vis des émissions de POP. Les initiatives qui ont été donc découlées donc englobent en quelque sorte les aménagements institutionnels, l'adoption d'une réglementation spécifique, l'imposition de normes et la réalisation de programmes spécifiques de dépollution et d'élimination. Tout cela donc dans le but de gérer donc de manière écologiquement rationnelle donc les polluants organiques persistants et les éliminer donc de l'environnement. Alors, concernant maintenant la réglementation nationale donc, des polluants organiques persistants, alors les lois marocaines qui existent actuellement sont la loi 2800 donc, sur la gestion des déchets et leur élimination. Ils sont décrits d'application se rapportant à la classification des déchets. Il y a la loi numéro 11-2003. Cette première loi elle a été donc éditée en bulletin officiel en 2006. La loi numéro 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l'environnement, ça date de 2003. La loi numéro 13 relative à la lutte contre la pollution de l'air également, ça date en bulletin officiel donc, de l'année 2003. Il y a également la loi relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole, et celle également relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage également agricole. Alors il y a également quelques décrets à arrêter. Il y a le décret donc, relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles. Il y a également un arrêté conjoint portant sur le retrait du marché national donc, des nitrofuranes, destiné donc à l'usage vétérinaire. Alors voilà en quelque sorte le cœur de cet exposé, c'est l'inventaire donc, des POP au Maroc. Selon donc, une source donc, du ministère d'aménagement territorial de l'eau et de l'environnement, les inventaires ont concerné donc, les pesticides, les appareils à PCB et les émissions non intentionnelles donc, de dioxine et furane. Alors pour les trois, donc, les stocks de pesticides au Maroc sont de 39 tonnes, composés presque exclusivement de DDT. Ces stocks sont gérés par le ministère de la Santé et servent à la lutte dans certaines régions contre le moustique Anophèle, vecteur de la malaria.
Il y a également le nombre de transformateurs électriques ont été recensés, donc à PCB s'élevait en 2005 à 573 appareils, contenant environ 200 tonnes de PCB. Il y a également les émissions annuelles de dioxine et furane qui ont été estimées par la méthode standard donc de programme donc, des Nations Unies pour le développement à 235 grammes TUQ. Les processus de combustion incontrôlés sont responsables de 70% donc, de ces émissions. Je reviens un peu pour le premier point parce que ça concerne un tout petit peu donc les pesticides au Maroc pour lesquels je vais donc entamer ou bien focaliser donc ma présentation sur ce type donc de produits chimiques parce que je fais partie donc du ministère de la Santé, on travaille là-dessus. Alors le moustique Anophèle, c'est le suivant. Ça c'est un adulte en train de piquer donc une personne. Alors là ce sont les larves donc de vecteurs, en particulier les larves d'agents culicidés, culicillinés en particulier. J'ai donc jugé intéressant de vous montrer cette photo pour vous montrer l'efficacité de la lutte biologique contre la lutte chimique par les pesticides. Et c'est là donc une méthode de préserver l'environnement et protéger donc la santé. Là, ce sont les fameux poissons Gambisi. Les Gambisi sont utilisés donc dans la lutte biologique. Ils ont donné donc une très très bonne satisfaction. Là, c'est une population de Gambisi. Là également, c'est la lutte biologique. Alors, donc pour revenir un peu à l'utilisation des pesticides au Maroc, donc dernièrement, le Maroc a enregistré 0 cas de paludisme autochtone depuis l'année 2004, ce qui lui a permis donc de demander le certificat d'élimination de paludisme. Et dans ce cadre, même l'OMS a préconisé donc pour le Maroc de ne plus utiliser donc les pesticides et de favoriser donc la lutte biologique par le poisson larvivore, la Gambisi. Alors donc dans ce sens, donc une gestion des pesticides au niveau du Maroc a été faite. Alors si si je vais discuter donc un peu le cas des pesticides donc au Maroc, la situation et de telle sorte que les étapes du cycle de pesticides relatifs à la distribution, à l'utilisation et à la préutilisation sont très mal gérées. Également, les impacts environnementaux et sanitaires, surtout liés à la réutilisation et l'incinération donc des emballages vides donc de produits phytosanitaires sont bien visibles et palpables. Et ceci est bien justifié par presque 250 interviews qui ont été conduites donc à Al-Gharb, Saïs et Toukala, donc au nord et au centre du Maroc, et qui ont montré donc des défaillances donc soulever donc au niveau du port de vêtements, de protection de l'hygiène et aussi l'incinération donc de ces emballages vides, et aussi il y a une mal lecture donc de l'étiquette et des consignes de sécurité. Alors, les pesticides autorisés en santé publique sont différents, ils sont donc sous forme d'insecticides, raticides, acaricides et répulsifs. Les différents usages et domaines d'utilisation sont donc utilisés par des professionnels et à usage domestique également. Les différents organismes donc cibles par ces pesticides sont les moustiques, les mouches et les cafards et rongeurs. Alors là, c'est la répartition donc des produits autorisés selon leur type. Alors vous voyez que 63% donc ce sont des insecticides et 33% ce sont des raticides. La répartition de ces produits selon l'usage, vous voyez que 63% sont utilisés donc par un type d'usage donc domestique et 36% à usage donc professionnel. Alors, donc comme on a vu la situation, on va voir donc maintenant les progrès faits donc par le Royaume en matière donc de gestion de ces pesticides. Alors il a été mis donc en place des actions de court terme, à savoir le renforcement de la sensibilisation, ça c'est très important, la sensibilisation, l'éducation, la formation donc envers les dangers pour l'usage donc des emballages vides. Il y a aussi des actions de long terme, en l'occurrence donc la gestion adéquate de ces déchets par des plans donc nationaux qu'on va voir tout à l'heure. Alors le ministère de la Santé effectue également un suivi post-traitement sur le système de surveillance des interventions de lutte antivectorielle et son efficacité. Il a été mis donc en place depuis longtemps.
Également, il y a un système de suivi de la résistance des moustiques aux insecticides, a été mis en place récemment en 2004-2005. Il a été donc mis sur 9 sites, donc sentinelles au niveau du royaume. Il y a, mais en quelque sorte, le suivi sanitaire des applicateurs de ces pesticides ne se fait pas de façon régulière, donc pour des raisons peut-être de financement. Alors, donc, à côté donc, des efforts déployés donc, par le Maroc pour la gestion de ces pesticides, il y a des exemples pilotes, tels que le projet pilote qui a entamé donc, la société Bayer au niveau donc, de la région de Souss-Massa. C'est un projet qui a touché 10 producteurs les plus organisés. Donc, dans ce projet, il a été conçu donc, de faire le triple rinçage, la collecte, l'entreposage, le transport et l'incinération donc, des emballages vides. Alors donc, je continue donc sur l'inventaire des POP. Donc, il y a les pesticides, on a touché tout à l'heure donc les PCB et également donc les dioxinifuranes. On va voir maintenant donc les efforts consentis donc déployés par le Maroc pour la gestion rationnelle de ces POP. Alors, le Maroc a réalisé des plans de prévention des risques liés à la gestion des produits chimiques dangereux, également des projets de création d'un centre national d'élimination des déchets spéciaux. Aussi, le Maroc donc a mis en place donc certaines lois sur la gestion donc des pesticides et des déchets dangereux. Il a également préparé une stratégie donc de la gestion des produits chimiques. Il a également mis en place un plan d'action national de la gestion des produits chimiques. Et également, il a lancé des études environnementales en cours d'exécution actuellement donc au Maroc. Dommage que j'ai pas les données donc récentes pour ces études-là. J'ai essayé donc de les avoir à travers donc le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, mais ils n'ont pas encore été donc prêts à utilisation. Alors pour terminer donc en conclusion quelques recommandations. Comme vous voyez, le problème donc, des POP, c'est un problème qui est très sérieux et grave, même au niveau donc, international, et concerne tous les intervenants, qu'ils soient donc administration, profession, producteurs ou bien même les citoyens. Et ceci parce qu'il y a des défaillances en matière donc, de la réglementation, certaines en rapport avec la collecte, le transport des pesticides, certains donc, en relation avec la gestion des décharges non contrôlées, et même la technologie d'élimination qui n'est pas du tout avancée encore au niveau donc national. Devant cette situation, bien sûr, il y a lieu donc de mettre l'accent sur certains aspects, notamment donc le renforcement des actions, bien des activités de communication, de sensibilisation et d'éducation, en particulier en faveur des citoyens et utilisateurs, surtout donc si on peut parler des pesticides. Il y a aussi l'encouragement des actions pilotes comme celle donc, de la société Bayer, réalisée donc à Souss-Massa. Également, il faut penser à renforcer les capacités nationales et la législation nationale. Également, de mettre en place des mesures concrètes pour gérer à court terme, donc dans le prochain avenir, la manière la plus écologique possible donc, pour gérer ces polluants organiques persistants. Et aussi, donc, un point très intéressant, c'est l'analyse donc, des impacts de ces polluants organiques persistants sur la santé des populations et de en quelque sorte, de leur dispersion donc, sur l'environnement. Et merci pour votre attention.